Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à une question qui est souvent posée par mes clients, bien évidemment. Comment réduire efficacement mes impôts? Et je vais y répondre comme si en fait on était en consultation privée avec trois gros leviers que j'ai identifiés après les années d'expérience et tous les clients accompagnés. Trois gros leviers qui vont permettre vraiment de répondre à cette problématique-là et vraiment spécifiquement pour tous les entrepreneurs qui ont une activité sur le web. Alors, je vais me présenter d'abord un petit peu brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis expert comptable au sein du cabinet Build. Voilà, j'ai un peu plus de 7 ans d'expérience et j'ai accompagné un peu plus de 250 clients. Et vraiment là-dessus pour, le nerf de la guerre, c'est quoi l'arrêt? Économiser des impôts, bien évidemment. Même si là, au fil du temps, je me suis aussi spécialisé sur la partie, gestion fiscale et patrimoniale pour optimiser le tout. Ce qui va permettre de répondre à cette question tout en vous permettant de quoi de capitaliser un patrimoine beaucoup plus rapidement que par des moyens un petit peu classiques. Voilà, on va utiliser les bons montages, les bonnes stratégies financières et fiscales, tout simplement légales bien évidemment, pour arriver à un résultat qui va vous permettre de transformer finalement ce que vous payez en trop, en impôts, en trop, en cotisation, en trop, en levier d'investissement. Ok. Alors c'est parti, on va commencer avec le premier levier. Ok, premier levier, bon, il est assez connu, je dirais que c'est un peu un peu le secret des riches, mais secret mal gardé entre guillemets. Donc c'est le premier levier. Alors, c'est pas seulement holding, c'est tout un montage, ok. Tout un montage, le montage fiscal, on va dire, idéal. D'abord, pour avoir un montage fiscal idéal, bien sûr, il n'y en a pas qu'un seul qui existe. Il y a des tas de possibilités. Il faut d'abord définir votre objectif principal, d'accord. Il y a plusieurs choses, bien évidemment, à prendre en compte, comme optimisation de la trésorerie, protection du patrimoine, croissance du patrimoine, croissance d'activité business, croissance peut-être d'une marque de société, donc de franchise, pourquoi pas. Là, il y a vraiment beaucoup de possibilités grâce à ce système professionnel qui est possible en France grâce à la holding filiale. Sachant qu'il faut garder en tête que l'objectif principal ne peut pas être seulement l'optimisation fiscale. Ça, c'est important de garder ça en tête. Parce qu'on se dit, ok, je vais faire ça, je vais mettre en place une holding, je vais mettre en place ce montage-là pour économiser de l'impôt, mais derrière, il n'y a pas vraiment d'objectif d'accroissement de richesse, d'accroissement économique, de croissance économique. Et ça, malheureusement, c'est interdit. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui fait que le montage à lui seul n'est pas justifié. Si les impôts tombent sur ça, malheureusement, ce montage-là, s'il n'y a pas d'autre objectif que de économiser des impôts, ça va être redressé. Ok. Donc, ce que tu dois faire, c'est avoir un objectif moyen long terme sur toi, ton patrimoine, la vision de ton entreprise. Comment aller découper aujourd'hui? Est-ce que tu as une seule activité? Est-ce que tu as plusieurs activités? Ok. Et donc en fonction de ça, tu vas pouvoir créer une ou plusieurs sociétés, on va dire, d'exploitation qui vont devenir des filiales et avec une holding en haut. Ok. Pourquoi je dis plusieurs? Parce que, par exemple, si tu as vraiment deux grandes activités, il peut y avoir un intérêt à séparer chaque grande activité en une structure vraiment à part. Donc, par exemple, si tu as une activité à la fois, je sais pas, de prestation de services type agence, et à côté tu as un pôle formation, par exemple, là tu as tout intérêt à séparer les activités en deux pour vraiment découper finalement une filiale est égale à vraiment une branche d'activité complète. Parce que là, ça veut dire que chaque branche d'activité pourra être valorisée, derrière, pourquoi pas revendue. Et puis également, on va servir d'un autre levier, voilà, qu'on va voir après, qui va permettre aussi de créer un petit peu des interactions, des synergies entre chaque société, pour, là aussi pareil, faire des optimisations. Et donc ça, voilà, cette vision-là aussi sur le long terme, le fait de découper par branche d'activité, si tu as vraiment des objectifs de développer la partie business au-delà de simplement développer le patrimoine, ça va être utile. Voilà. On peut aussi intégrer bien évidemment une SCI dans le montage. L'idée, voilà, de toute façon, ça va être
c'est l'idée principale, voilà, d'avoir une holding et d'avoir une société d'exploitation pour l'activité principale qui génère du chiffre d'affaires. Donc ça peut commencer tout simple, juste avec deux sociétés, la société d'exploitation et la holding, et ça peut potentiellement se développer beaucoup plus en fonction de là où vous en êtes. Vous l'avez compris, avec une ou plusieurs sociétés d'exploitation, une SCI à côté et la holding en haut. Et là, après, bien sûr, ce qui va faire choisir, c'est la structure juridique avec les deux grandes structures les plus connues, SAS, SARL bien évidemment. Donc là, il faudra faire un choix, là aussi pareil, en fonction de votre situation. Là, je peux pas parler un peu trop de manière générale là-dessus, ça va dépendre. Là, ça nécessite d'avoir une étude un petit peu, on va dire, personnalisée pour faire le bon choix. Ça va dépendre de chacun, de la situation de chacun. Okay. Si vous avez besoin de vous rémunérer, si vous avez Pôle emploi, enfin France Travail par exemple à côté, si vous êtes salarié aussi à côté, bien sûr. Voilà. Il y a plein de critères différents. Donc la holding, il y a deux grands types de holding, on peut dire. Holding passive, holding active / animatrice. Ce qui apparaît vraiment le plus gros de l'optimisation ici, ça va être de la rendre animatrice. On va voir ça. On va voir ça après pourquoi. Bon. Deuxième étape, bien évidemment, mettre en place la holding simplement. Donc voilà. Tout le processus juridique et administratif, vous pouvez le faire vous-même, vous pouvez le faire avec une solution en ligne, vous pouvez le faire avec un expert comptable, avec un avocat fiscaliste spécialisé. Si vous n'avez pas de prestataire, vous pouvez toujours me contacter, bien évidemment, comme je vous l'ai dit. Je suis expert comptable au sein du cabinet Build, si ça vous intéresse. Voilà. Juste mise en place de la holding, ça prend en général quelques semaines. Quelque chose à garder en tête, avec la holding et les sociétés d'exploitation, c'est de bien appliquer le régime mère-fille, qui permet d'avoir une exonération sur les dividendes qu'on remonte. Parce que, bien évidemment, l'intérêt aussi d'une holding, c'est de pouvoir faire remonter de l'argent. On va voir, il y a plusieurs manières de le faire, dont les dividendes, mais ça, c'est le principe un peu, je veux dire, le plus connu, mais je l'aborde quand même, parce que c'est quand même, ça reste toujours intéressant. Vous savez, sur les dividendes à titre personnel, en cas général, vous avez flat tax. Si vous êtes en SS, en SARL, c'est différent, c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a une imposition personnelle. Là, vous remontez les dividendes. Il y a une exonération de 95% pour la holding. Donc, c'est-à-dire que le dividende, ça fait quoi en fait pour la holding? Ça fait un produit financier, mais qui est exonéré à 95%. Il y a 5% de quote-part, de frais et charges, définis par les impôts. Maintenant qu'on a ce montage-là, c'est très bien, qu'est-ce qu'on fait? On va optimiser la circulation de l'argent avec deux outils que j'appelle, mais que j'utilise souvent avec nos clients, bien évidemment. Convention de trésorerie d'abord, qui va permettre toutes les avances intra-groupe pour faire circuler librement l'argent, et une convention de management fees qui va permettre à la holding de facturer des prestations de services à ces sociétés filiales. D'où l'intérêt, si vous avez deux grandes activités, d'avoir deux sociétés distinctes qui va permettre de facturer aux deux. Après, il y a aussi le régime de l'intégration fiscale qui peut être aussi efficace en fonction de votre situation. Là, c'est pareil, il faut calculer. Mais il y a un intérêt, à ces management fees. Ça va être quoi? Déjà, un premier intérêt de faire remonter de l'argent en haut. Et puis, à l'IS, en fait, vous avez deux grands taux d'IS. Donc, vous avez un taux à 15% jusqu'à 42 500 € de bénéfices. Et ensuite, vous avez 25% au-delà. Et donc, les management fees, alors, c'est pour ça qu'il me faut une convention, parce que c'est quand même bien cadré, juridiquement et fiscalement. On peut pas faire n'importe quoi, il faut pouvoir les justifier, mais ça va vous permettre de créer de la charge finalement pour vos sociétés d'exploitation, de créer du chiffre d'affaires au niveau de la holding, et vous avez compris, d'optimiser les taux d'IS. Donc, c'est-à-dire que on va faire baisser la portion à 25%. Si vous avez par exemple 80 000 € de bénéfices sur votre société d'exploitation, vous facturez à peu près 40 000 € avec la holding, ce qui fait que finalement, au lieu d'être à 80 000 avec une partie 15%, une partie 25%, vous vous retrouvez finalement à la société d'exploitation d'être soumis à 15% d'IS,
et la société holding être soumis également à 15% d'IS. Donc ça permet un petit peu, voilà, au-delà de permettre de la circulation des flux, de faciliter ça, ça permet cette petite optimisation. Ok. Donc ça c'est un peu voilà le premier grand levier vraiment qui d'ailleurs je dirais c'est un peu vraiment la fondation, la structure de tout, qui permet de mettre en place beaucoup de choses, de potentiellement sur le long terme aussi de valoriser bien évidemment votre patrimoine professionnel, parce qu'après la holding va vous permettre, on va le voir dans le V3, mais ça vous permettre de faire des investissements directement plutôt que de les faire à titre personnel. Ça va être ce qu'on verra après. Et puis bah voilà, d'optimiser les taux d'IS en plus de faire circuler l'argent. Voilà pour ce premier levier. Deuxième levier, là on va plus un petit peu dans, on va dire dans l'opérationnel de la gestion financière, gestion des charges, gestion des dépenses. On va identifier bien évidemment les charges déductibles de votre activité. Bon, il y a des charges évidentes bien évidemment, mais voilà, si vous êtes entrepreneur sur le web, vous bossez peut-être certainement de chez vous et finalement il y a plus de dépenses que vous pensez, auxquelles vous ne pensez pas, que vous pouvez passer. Ok. Donc des dépenses, eh bien ça va être tout ce qui est vraiment des dépenses où eh bien vous allez, votre société finalement va en tirer profit. Donc même si vous avez une partie un petit peu à titre perso, vous pouvez potentiellement les passer. Tout ce qui va améliorer finalement votre confort de travail, même si c'est chez vous, dans votre bureau, eh bien ça va passer. Vous pouvez par exemple aussi refacturer tout simplement l'utilisation du bureau d'une pièce qui est dédiée de chez vous, que vous-même, eh bien à titre personnel, soit vous êtes locataire donc vous payez un loyer, soit vous êtes propriétaire et vous remboursez probablement, ou pas, tant mieux pour vous si c'est pas le cas, un emprunt. Mais même dans le cas où vous êtes propriétaire, vous pouvez faire en gros une estimation de la valeur de votre bien et vous pouvez calculer un loyer partiel au prorata. Il y a de grandes méthodes en fait pour calculer ça, mais vous pouvez calculer un loyer que vous allez refacturer à votre société. Donc ça vous permet de faire une charge pour la société. Votre outil perso, ça vous fait un revenu. Alors en fonction, il y a deux grands régimes, microfoncier ou LMNP, ok. Mais c'est un revenu qui est quand même pour vous plus avantageux que de la rémunération pure. Parce que rémunération pure, vous passez par la case, en plus de l'impôt sur le revenu, vous passez sur la case cotisation sociale. En fonction bien de votre structure juridique, et bien voilà, ça va faire 40 voire 80% de charge pour la société. Alors que là, finalement, pour ces deux petits revenus-là, vous allez être globalement à la flat tax. Okay, donc c'est assez intéressant. Après, bien évidemment, tout matériel informatique, ce que je vous disais un peu aussi, ce que vous pouvez passer à titre perso, entre guillemets, vous pouvez vous en servir un peu à titre perso de chez vous. Par exemple, moi j'aime bien, je suis un amateur de café, donc ma machine de café, elle est passée dans la boîte. Voilà. Les fournitures de café aussi, du coup. Donc voilà, ça bien évidemment, je m'en sers à titre personnel peut-être 80%, mais toujours 20% à titre perso, ça reste très intéressant. Voilà. Tout ce qui va être lié vraiment, ça peut être déco du bureau, bien évidemment, ça passe aussi. Voilà. Tout ce qui va vous aider finalement. Et vous allez en profiter aussi à titre perso, c'est ça le truc qui est sympa. Tout ce qui est repas aussi, un repas du midi, vous pouvez y penser. Voilà. Là, ce que vous pouvez faire déjà, c'est faire un petit inventaire un petit peu de tout ce que vous passez pour le moment et de tout ce que vous pourriez potentiellement passer dans la boîte. Là-dessus, vous seriez assez surpris. On peut gagner quelques centaines d'euros chaque mois. Donc c'est une optimisation supplémentaire qui vous permet de vous rémunérer moins et donc de payer moins de cotisations sociales et en même temps de payer de baisser l'IS. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que je disais. Voilà. Pour le loyer, ce que bien évidemment, pour vous sécuriser juridiquement, ce que je conseille, c'est une convention de refacturation ou une convention de bail, peu importe. Bien sûr, il faut les factures, c'est logique. Et ça, ça après, c'est plus de la pratique comptable, ok. Après, c'est ce que je vous disais un petit peu, faire le contrôle, de votre charge, ou bien simplement, si vous avez déjà un expert comptable, demandez-lui si vous avez un doute. Et vous pouvez valider comme ça en fonction des charges. Donc deuxième levier, c'est vraiment l'utilisation intelligente des charges déductibles. Et donc des choses peut-être qu'aujourd'hui vous payez à titre perso, alors que finalement vous pourriez certainement les payer à votre société. Donc ça fait sur un an, ça fait quand même une différence assez intéressante.
Et tout ça, comme je dis, voilà, ça vous fait des économies et c'est sans rien faire de plus. Je veux dire, voilà, si vous avez votre activité, vos chiffres d'affaires, si vous n'avez pas besoin de travailler plus, c'est un petit peu de l'argent que vous laissez, entre guillemets, comme diraient les Américains, de l'argent que vous laissez sur la table actuellement. Et avec ça, c'est des petites optimisations qui font que cumuler, voilà, vous payez moins d'impôts et ça va améliorer quand même votre qualité de vie. Et donc ça va vous permettre d'avoir du coup de la trésorerie supplémentaire que vous allez pouvoir arbitrer entre de la rémunération, de l'investissement. Investissement soit vers vos sociétés, soit vers votre patrimoine, avec directement de l'investissement au sein de votre holding, si vous souhaitez. Donc sur l'arbitrage, première chose, c'est comprendre les différents modes de rémunération. Voilà, vous pouvez vous rémunérer bien évidemment avec du salaire, que ce soit en SAS, vous êtes assimilé salarié, en EURL ou SARL, quand je dis SAS, SASU, voilà, c'est la même chose, c'est juste que soit vous êtes tout seul, soit vous êtes plusieurs. Donc il y a le salaire, donc voilà, en SASU, en URL, c'est juste pas le même statut, EURL c'est TNS, travailleur non salarié. Vous avez bien évidemment les dividendes et management fees, mais ça c'est la rémunération seulement de la holding, donc ça reste finalement dans la partie pro, ok, ça reste dans le circuit professionnel. Bien sûr, il y a un impact fiscal à chaque mode de rémunération en fonction de la structure dans laquelle vous êtes. Là aussi, c'est pas la même chose. Par exemple, voilà, TNS en EURL, vous avez seulement 42%, seulement 42% d'URSSAF direct, alors que, en assimilé salarié, finalement, pour avoir 1000 euros net, ça va coûter à peu près 1800 euros pour la société. Donc en gros, 80% de charges au total pour la société. Ok. Il faut comprendre donc, du coup ces bases-là, et à partir de ça, vous pouvez équilibrer votre salaire. Bon, déjà, vous pouvez faire un mix salaire-dividende pour la partie perso, mais disons, voilà, le concept principal que je pourrais vous conseiller, c'est rémunère-toi seulement le minimum dont tu as besoin pour couvrir tes charges, en appliquant bien évidemment un petit forfait plaisir. Même si le gros forfait plaisir devrait plutôt être couvert par les dividendes parce que ça vous fait sortir de l'argent. Les dividendes ne sont pas considérés comme des revenus d'activité, mais des revenus de capital finalement. Et donc, bien évidemment, c'est moins taxé. Donc si c'est plus une partie, pour la partie plaisir, on va dire, si ça peut être, si c'est pas des vacances par exemple, financées en une fois, là je conseillerais plutôt d'allouer cette partie-là à la partie dividende. Ok. Mais sinon, voilà, faut équilibrer le tout intelligemment. Et si vous êtes minimiser, voilà, en gros, minimiser la rémunération classique, on va dire, qui va permettre de minimiser vraiment les charges sociales et fiscales. Et si, vous étiez déjà en train d'investir régulièrement, d'épargner, on va dire régulièrement, à titre personnel, je ne vais pas vous dire d'arrêter, mais de remettre ça de vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire mieux? Parce que voilà, quand vous retirez de l'argent, encore une fois, à titre perso, vous passez par la case IR, cotisation sociale, et sur l'investissement, finalement, c'est dommage parce que vous perdez directement, instantanément de la capacité d'investissement, que ce soit 40, 50, voire 80%. Et encore, dans les 80%, il n'y avait pas l'impôt sur le revenu. Mais vous perdez déjà instantanément de la capacité d'investissement. Alors à titre perso, voilà, vous avez un petit peu plus d'enveloppe d'investissement à disposition. En réalité, vous avez principalement seulement le PEA, qui est disponible seulement pour les particuliers et pas en société. Mais avec la société, finalement, vous avez accès à tous les actifs financiers que vous souhaitez. Et également l'immobilier, bien sûr. Donc, vous pouvez investir dans des actions, dans des ETF, dans des obligations, dans des cryptos, dans des SCPI, dans de la private equity, dans de la dette, autre que des obligations, et dans de l'immobilier direct. Et donc, vous avez tout intérêt finalement à cette partie investissement à directement le faire depuis votre société. C'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup avec mes clients parce que vous allez en capacité d'investissement énormément gagner dès le départ. Et vous savez comment les intérêts composés fonctionnent. Si vous pouvez investir, ne serait-ce que 50% de plus
par an, vous avez beau faire des performances, on va dire, un peu moyennes, voilà, si vous tablez sur du 8%, voilà, l'impact sur 10, 20, 30 ans va être énorme comparé à si vous investissez mais 50% de moins, même si voilà, vous passez des heures en plus pour essayer d'optimiser, passer à peut-être 10%, 10% de performance si vous savez ce que vous faites. Mais là, bon, voilà, j'ai même pas besoin de faire le calcul, je pense que soit vous investissez 50% en plus pour seulement 2% d'écart de perf, sans y passer, c'est pas votre métier certainement d'investir, mais voilà, sans y passer, en y passant peut-être une heure par semaine, je sais pas. Mais en tout cas, vous n'avez pas besoin de passer plus, vous pouvez faire vraiment semi-passif l'investissement, des actions dividendes, etc. Et sur la plupart des leviers d'investissement, mais voilà, ça va être de la plus ou moins value latente qui va pas être comptée dans le résultat en plus. Donc, il y a vraiment des choses à faire à ce niveau-là. Et là, bon, j'ai certainement un résumé là-dessus, mais ça, je l'ai dit tout à l'heure avec les management fees, la tranche réduite d'imposition. Et puis voilà, investissez directement avec votre société. Ça, c'est quelque chose que, voilà, à la fois, ça va vous faire économiser de l'impôt, et en plus, ça va vous faire croître votre patrimoine de façon exponentielle. Vraiment, j'insiste là-dessus. Vraiment, le point que vous devez retenir de cette vidéo, je dirais que c'est celui-là qui a vraiment le plus d'impact. Alors, évidemment, pour faire ça, il faut mettre en place le levier 1, ça c'est sûr. Mais une fois que vous avez ça, la différence sur un an déjà, vous allez la sentir. Alors, je vous laisse imaginer sur 5, 10, 20 ans. Voilà. Puis après, voilà, admettons au bout de 10 ans, vous êtes content, voilà, vous versez un petit dividende à flat tax pour vous récompenser. Mais derrière, votre capital, finalement, là, vos dividendes, ils ont été financés finalement par votre croissance, par votre capital et pas par votre travail. Et donc là, vous commencez à vivre de vos investissements beaucoup plus rapidement. Ok ? On va conclure là-dessus. J'ai mis en lumière les leviers principaux que j'identifie, voilà, pour la plupart de mes clients. Là, vous avez vraiment toutes les clés principales. Et donc, s'il vous plaît, voilà, si vous êtes jusqu'à la fin de la vidéo, j'apprécierais beaucoup, voilà, que vous mettiez un petit like sur la vidéo pour donner de la force. Et n'hésitez pas à poser vos questions aux commentaires. Voilà, si vous avez un doute, si vous avez une zone d'ombre sur des termes où j'ai pas été forcément très précis jusqu'au bout, n'hésitez pas à poser votre question. Et là, moi, je suis là pour vous aider vraiment à optimiser votre fiscalité et votre patrimoine. Ok. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine.